Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Aujourd'hui on continue notre top 100, c'est notre troisième segment. Ouais, donc aujourd'hui on va partir du numéro 80, on va descendre jusqu'à 71. On y va. Et c'est parti. Pour mon numéro 80, c'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs et qui est fortement inspiré de Tetris, le jeu vidéo. Donc c'est Patchwork, un beau petit jeu de placement de tuiles. Un jeu avec un petit aspect économique aussi assez intéressant. Donc, la gestion des petits boutons. Là. Donc dans le fond, on va avoir plusieurs pièces autour du plateau qui sont des pièces à la Tetris. Là. Il y en a qui sont tout petites, il y en a des plus grosses, donc on a différentes formes de tuiles. Et on va avoir une ressource à l'intérieur du jeu qui sont les boutons, puis qui sont notre ressource pour acheter des pièces, mais qui sont aussi nos points de victoire. Ouais. Fait qu'il faut gérer les boutons qu'il faut utiliser pour aller acheter des pièces. Ensuite, on va placer les pièces sur un petit plateau personnel. Puis le but, c'est d'essayer de remplir le plus possible notre plateau personnel en plaçant nos tuiles. Et sur certaines tuiles, il va y avoir des icônes de boutons. Et à certains endroits sur le plateau principal, quand je vais avancer avec mon petit jeton, on va générer une économie de boutons. Donc, on va faire des boutons qui équivalent à ce qu'on a sur notre plateau personnel. Donc, c'est important d'acheter des pièces qui vont prendre beaucoup d'espace, mais qui vont aussi me donner une économie qui est intéressante, pour que je puisse acheter de plus en plus des meilleures pièces au fur et à mesure de la partie et à la fin que je fasse un gros bonus de points pour faire mes boutons. Donc un beau petit jeu à deux qu'on emmène souvent dans les soirées d'animation. Ça marche toujours bien. Ça marche toujours bien. Donc dès qu'il y a souvent deux joueurs ensemble qui connaissent un petit peu board game ou qui veulent de quoi d'un peu léger pour commencer la soirée, Patchwork, ça reste une valeur sûre. Donc pour moi, un super bon jeu de placement de tuiles. Mon numéro 80, Patchwork. Dans mon cas, le numéro 80, c'est un jeu que j'avais supporté initialement sur Kickstarter. C'est le jeu qui m'a fait connaître la compagnie Roxley Games initialement. C'est un jeu de course qui se passe dans les Alpes, dans lesquelles on incarne un inventeur célèbre, ou un scientifique célèbre plutôt. Et ces scientifiques-là se réunissent pour participer à une course dans les arbres, fait qu'ils vont construire une machine infernale là, à la savant fou littéralement, puis on va courser dans les arbres. C'est un jeu qui s'appelle Steampunk Rally. La mécanique de base, Steampunk Rally, c'est une mécanique de draft, dans le fond, de recrutement de cartes. Là, on va avoir, à chaque tour de jeu, on va piger des cartes de différents paquets qui sont des parties de machine. On va décider si on sacrifie la carte pour avoir des ressources ou si on l'installe à l'intérieur de notre machine qu'on est en train de se construire. Puis ensuite, les ressources dans ce jeu-là, c'est des dés qu'on va lancer puis qu'on va attribuer aux différentes parties de notre machine. Puis là, il y a une petite mécanique justement de gestion de ressources intéressantes où on va avoir à sacrifier des cogs qu'on ramasse pour faire reposer notre machine entre les tours parce que une fois qu'on a placé un dé sur une partie de la machine, il reste bloqué là. Après, il faut prendre des actions pour faire baisser la valeur du dé. Puis quand on réussit à enlever le dé, là, on peut en replacer un nouveau pour réutiliser cette partie-là de la machine. Fait qu'il y a une mécanique intéressante. Si on place une valeur haute, cette partie de machine-là va être plus efficace, mais ça va être plus long avant que je sois capable d'évacuer le dé par la suite. Ta machine, elle peut comme se briser pendant la course. Oui, puis là après, c'est une course après. Fait que quand tu réussis à utiliser ta machine, ça va déterminer comment tu avances. Il y a des places que c'est des raccourcis, mais qui vont endommager ta machine. Fait que tu as des parties qui se cassent. Puis littéralement, les fins de course, c'est celui qui survit en ayant le plus loin passé le fil d'arrivée. Fait que littéralement, le dernier tour, tu donnes tout, puis tu finis avec ton cockpit, ou à peu près juste ça qui reste sur ta machine. Puis on a l'imagerie là, de l'espèce de cockpit qui frotte à terre avec du feu partout. Pareil comme dans Star Wars à la fin de l'épisode 1, là, la course. Là. Ouais, exactement. pareil. Fait que c'est un beau petit jeu, du super beau matériel, une belle rejouabilité. Il y a beaucoup de cartes à l'intérieur du jeu. Puis il y a plein de petits promos qu'on peut trouver sur des sites comme Board Game Geek, des trucs comme ça. Fait qu'un beau petit jeu de draft, recrutement de cartes, recrutement de dés, Steampunk Rally, très intéressant. Mon numéro 80. Mon numéro 79 est un jeu qui représente une de mes mécaniques préférées. C'est ce qu'on appelle en anglais le Dungeon Crawler, les bons vieux Dungeon Crawler, où il y a généralement un joueur qui incarne les méchants, puis un groupe de joueurs qui incarnent les héros qui survivent à travers un dédale de corridors souterrains pour accomplir une mission X. Dans ce cas-ci, une des particularités de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu spécifiquement à 2 joueurs. Fait qu'il y a un joueur qui contrôle un groupe de héros, puis un joueur qui contrôle le méchant. C'est un jeu qui s'appelle Claustrophobia. Dans Claustrophobia, dans le fond, ça se passe dans l'univers de... je me rappelle plus. Dorado. C'est l'affaire horreur un peu. Ouais, c'est ça, c'est comme horreur.
C'est dans l'univers fantastique de Eldorado, là, H-E-L-L, Dorado. Okay. Il y a eu un RPG ou des jeux vidéo, je ne connais pas énormément cet univers-là. Mais bref, il y a une espèce de prêtre avec un groupe de prisonniers qui, pour racheter leur liberté, accompagnent le prêtre dans des missions hyper dangereuses, dans une espèce de souterrain en dessous d'une ville sacrée où il y a des démons qui ont ouvert un portail et qui veulent envahir le monde à partir de là. Et on a une mécanique hyper intéressante d'activation des héros et d'activation pour le vilain aussi, comment ça fonctionne. Le héros, il y a une série de grosses tuiles, de grosses plaques épaisses. Il va lancer un dé par personnage qu'il a, puis il va attribuer le dé à chacun des héros qu'il contrôle. Il en contrôle généralement 4 ou 5 dans une partie. Puis selon le dé qu'il attribue à chaque héros, ça va déterminer les caractéristiques de ce héros-là pour le tour. Fait que si je mets un petit dé, un 1, ben mon héros, par exemple, il a une bonne attaque, mais il n'a pas une bonne défense. Mais si je mets un 6, c'est l'inverse, il a une bonne défense, mais pas une mauvaise attaque. Il y a certains personnages que, selon le chiffre que tu y mets, ça va déclencher des habiletés. Le prêtre, il peut guérir. Si je mets un 3, ben ce tour-là, il va pouvoir guérir ou faire un double déplacement, des trucs comme ça. On trouve on a du petit équipement qu'on va trouver. Fait que la mécanique, déjà, pour les héros est super intéressante, comment ça fonctionne. Puis le vilain, lui aussi, fonctionne un peu de la même façon. Lui, il a une espèce de gros plateau devant lui. Il va lancer un certain nombre de dés, puis il va attribuer les dés sur son plateau, puis ça va déclencher des habiletés spéciales. Si je mets 2 impairs à telle place, ben, tous mes monstres se déplacent en double, par exemple. Ou si je mets 2 paires à telle place, ben là, je peux en convoquer plus pendant un tour, des trucs comme ça. Fait que les deux les deux factions, si on veut, ils ont une mécanique de jeu super intéressante, puis en plus, on a des belles figurines prépeintes dans la première édition. Les revient sur Kickstarter. Et surtout, là, bientôt, il y a Mythic Games qui fait une nouvelle version de Claustrophobia, fait qu'il devrait avoir du stock à n'en plus finir. Je vais essayer de résister puis de garder ma vieille édition, mais je me connais. Ben, c'est parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent en même temps. Mais... En tout cas, bref, c'est la saison du Kickstarter. Mais c'est un excellent dungeon crawler. Je sais qu'il existe encore sur les tablettes, qu'on peut encore le trouver, Claustrophobia, la première édition. Fait que c'est un super bon jeu. C'est un jeu à 2 joueurs spécifiquement. Les tuiles d'exploration sont gigantesques. Dans ce jeu-là, ça prend toute la table jouer à ça. Mais c'est un beau jeu, puis il n'est pas très compliqué dans ses règles. Il est assez classique dans ses règles, puis il y a des petits twists qui font qu'il est intéressant. Fait qu'un très beau jeu, Claustrophobia, mon numéro 79. Moi, pour mon numéro 79, c'est un spin-off d'un jeu qui a été assez populaire, qui a gagné notamment le Spiel. Donc, c'est Queen Domino, en fait, donc le spin-off de King Domino. C'est une version où on a à peu près toutes les mêmes règles que King Domino, mais on a rajouté des nouvelles options. Donc, on va avoir une nouvelle sorte de quartiers qui sont en fait des bâtiments qu'on va pouvoir construire. Donc, on a des terrains qui sont rouges, des sites de construction. Et après ça, si je place ces sites-là dans mon royaume, là, je pourrais aller recruter des bâtiments, donc acheter des bâtiments qui sont sur un plateau de marché. Les bâtiments, c'est d'autres façons de faire des points, donc on peut avoir un peu plus d'options à ce niveau-là. On a aussi une petite gestion d'or à faire. On va des petits, quand je dis des petits meeple chevaliers qui sont vraiment minuscules, qu'on peut aller placer dans notre royaume pour aller prélever des taxes. Et plus le terrain est grand où on les envoie prélever des taxes, plus ça donne d'argent. Cet argent-là, je peux l'utiliser, aller acheter des bâtiments pour les placer dans ma ville. On a aussi la reine qui arrive en jeu, donc évidemment Queen Domino, on a un jeton de reine qu'on peut aller amener dans notre royaume si on a construit le plus de tours. Okay. Donc la reine va aller dans ce royaume-là et le joueur qui la possède à la fin de la partie la reine dans le fond va devenir une couronne dans notre plus gros domaine, fait que ça va quand même valoir beaucoup de points d'avoir la reine chez vous. On a aussi un jeton de dragon on peut lui donner une pièce d'or pour aller détruire un des bâtiments du marché pour empêcher les autres joueurs d'aller l'acheter. C'est un petit élément d'interaction, même si c'est très très mineur. Je pense que ça se combine tout avec King Domino. Ouais, on peut combiner à King Domino, c'est 100% compatible. On peut combiner à King Domino pour jouer à Queen en faisant un 7 par 7. Okay. Ou en jouant à 6 joueurs au lieu de 4 joueurs. Okay. À ce moment-là, avec un royaume 5 par 5. Fait que ça, c'est intéressant. Parce que même à 5 ou 6 joueurs, c'est un jeu relativement simple, qui se joue bien, qui pourrait jouer à plus de joueurs, puis ça rallonge pas de temps la partie. Et ça va être compatible aussi avec les extensions de King Domino. Fait que tu vas pouvoir prendre l'extension L'âge des géants puis jouer dans Queen Domino aussi. Fait que c'est le fun aussi d'avoir toute cette petite compatibilité-là. Ouais. Donc Queen, je le préfère parce qu'il y a un peu plus d'options pour les joueurs. J'ai quand même joué beaucoup dans la dernière année. J'avais un groupe d'élèves à qui je l'ai montré. Puis elles venaient jouer à chaque jour à Queen Domino là, dans ma classe. Donc des fois je jouais avec eux autres. Donc on a joué pas mal. Donc c'est un super beau jeu d'introduction, très agréable. Queen Domino, donc mon numéro 79. Pour mon numéro 78, c'est un jeu de dés et de cartes.
Donc il y a des dés qui sont présents, mais on les lance pas tant que ça pendant la partie. En fait, les dés vont te servir de contrainte pour placer tes cartes par la suite. Donc c'est le jeu Sentient. Un jeu où on va essayer de recruter des cartes qui représentent des robots, des grosses cartes de tarot, là, vraiment, qui sont bien illustrées en plus. Et ces robots-là, on va les placer sur notre plateau personnel sur lesquels on va placer des dés au début de la manche qu'on va avoir lancé. Et les dés, dans le fond, vont nous représenter des contraintes pour marquer les points. Donc, je pourrais, exemple, recruter un robot qui me dit si les 2 dés autour de cette carte-là sont pairs, ben là, tu vas marquer tant de points. Ou si les 2 dés ensemble, leur somme est plus grande que 9, ben là, tu vas marquer des points. Fait que c'est vraiment des petites contraintes mathématiques. De la carte par rapport aux 2 dés qui vont l'entourer sur l'endroit où on va la placer sur notre plateau. Donc c'est très mathématique comme jeu, c'est très puzzle. C'est un jeu relativement abstrait parce que bon la thématique des robots c'est super beau sur les cartes tout ça, mais je me sens pas en train de construire un empire robotique de gérer ça. Donc c'est vraiment un jeu très abstrait, mais pour ceux qui aiment le style de jeu puzzle, c'est vraiment un puzzle intéressant. Tu essaies d'optimiser ou si tu essaies de recruter les cartes pour pas que les autres les aient. Tu as un aspect de majorité aussi. Tu vas avoir des petits bonhommes que tu vas placer aux endroits que tu vas recruter. Puis tu peux mettre des assistants avec eux autres parce qu'à la fin de la manche, tu vas essayer de gagner les majorités qui sont des petits jetons d'investisseurs qui vont te donner des points bonus à la fin de la partie. Fait que tu as un double aspect. Tu sais, oui, tu veux recruter une bonne carte, mais je veux aussi aller jouer sur les majorités pour gagner ça. Fait que c'est vraiment un beau petit mélange de mécanique, un jeu pas trop compliqué qui se joue très bien. Beau visuel, puis c'est ça, un beau puzzle. Donc, mon numéro 78, Sentient. Dans mon cas, le numéro 78, c'est étrange. Il y a plusieurs similarités avec le tien, tout en étant un jeu extrêmement différent. C'est un jeu dans lequel il y a des dés qu'on roule pas. C'est un jeu de cartes, puis c'est un jeu dans lequel la thématique n'a absolument aucune importance. Voilà. Ça s'appelle Biblios. Ah ben oui, j'avoue. Dans Biblios, dans le fond, c'est un jeu très particulier dans sa mécanique de jeu parce que le jeu est vraiment séparé en 2 phases complètement différentes de la façon dont ça se joue. L'idée du jeu, c'est qu'on construit une bibliothèque. Je ne me trompe pas dans Biblios. On est des moines qui participent à l'élaboration d'une bibliothèque. Au début de la partie, on va placer 5 dés sur un petit plateau inutile central qu'on va tous mettre sur la phase 3. Puis chaque dé va rapporter 3 points de victoire à la fin de la partie. Fait que celui qui va avoir le plus de points de victoire va l'emporter. Et pendant la première moitié du jeu, dans le fond, chaque joueur à tour de rôle va piger un nombre de cartes dans un paquet de cartes égal au nombre de joueurs plus 1, sauf qu'il va piger les cartes une à une, et il va décider s'il garde la carte, s'il la donne à un autre joueur ou s'il la met face cachée dans une pile commune au centre de la table. Et là, il n'y aura pas le choix. Si on joue à 2, par exemple, je vais piger 3 cartes et j'aurai pas le choix. Fait que la première, je décide, ok, je la donne à David devant moi. La deuxième, je la mets au centre. Fait que la troisième, je la prends. J'ai pas le choix. Ou je peux décider la première de la garder parce que je vois qu'elle est bonne. La deuxième, mais là, je la mets au centre. Puis là, j'ai pas payé. Mais finalement, la troisième est encore meilleure. Je suis obligé de la donner à mon adversaire en face. C'est une belle intégration de la prise de risque. Exactement. Et là, tout ça va mener. Puis là, il y a certaines cartes que quand on va les gagner, ils vont manipuler justement les dés qui sont au centre. Puis l'idée, c'est qu'on essaie d'avoir des majorités dans les couleurs qui correspondent aux 5 dés. Mais la deuxième moitié de la partie, une fois qu'on a passé le paquet de cartes au complet, comme ça, une fois, on va faire une enchère pour toutes les cartes qui ont été placées dans la pile centrale. On va les révéler une à une. Fait que moi, si on joue à 3, par définition, je connais le tiers des cartes qui sont là-dedans, puis c'est pareil pour chaque joueur. Et dans la première moitié du jeu, il y a des cartes qui vont avoir été de l'argent qu'on va essayer de gagner, puis on va servir de l'argent qu'on a pris dans la première moitié pour faire des enchères pendant la deuxième moitié, puis continuer à aller gagner des cartes. Fait que ça devient rapidement je vois que le rouge, j'en ai pas beaucoup, fait que je vais les abandonner. Je vais essayer de manipuler le dé rouge pour qu'il soit plus faible. Puis moi, je vais manipuler le dé bleu pour le monter parce que moi, je pense que je vais être majoritaire dans le bleu. Et on a dans le livret d'instruction les statistiques exactement, il y a combien de cartes de chaque couleur dans le paquet au début de la partie. Fait qu'on c'est une drôle de mécanique, il y a une partie en char, pas en char, mais une partie recrutement de cartes, mais inhabituelle dans la première moitié, puis une partie en char dans la deuxième moitié. Puis à fond, on fait juste de compter qui est majoritaire pour chaque couleur, tu gagnes le dé de cette couleur-là, puis celui qui a le plus de points l'emporte. Fait que tu peux avoir gagné 3 dés, mais ils ont été manipulés pour qu'ils valent 1 chacun, puis l'autre, il en a gagné juste 1, mais il en vaut 6. Lui qui gagne pareil. Fait que c'est des belles mécaniques, puis tout ça pour un jeu qui va durer, quand on est habitué, 20-25 minutes. Ouais, c'est un beau petit filler. Puis même à 3 ou à 4, il est pas tellement plus long. À 4, ça prend peut-être 35 minutes de jouer une partie, parce que c'est vraiment pas long les décisions que tu as à prendre. C'est un super bon filler. Lui aussi, justement, il sort assez souvent dans nos soirées d'animation, puis c'est généralement un beau succès. Fait que Biblios, mon numéro 78. Dans le cas de mon numéro 77, c'est encore une fois un jeu avec des cartes et avec des dés, mais cette fois-ci, les dés te les lancent énormément. C'est un petit jeu qui s'appelle Hero Dice, qui est un jeu quand même assez difficile à trouver
En Amérique du Nord, c'est un jeu européen. Il n'y a pas eu de version en Amérique du Nord, il faut vraiment l'acheter. L'importer. Je connais juste un magasin qui est assez facile à trouver, là, un magasin en Ontario. Donc Hero Dice, qu'est-ce que c'est? Hero Dice, c'est un jeu dans lequel on va incarner un super-héros. À la base, techniquement parlant, c'est un jeu solo. Il y a 4 boîtes de Hero Dice différentes qui existent, mais dès qu'on possède 2 boîtes ou plus, on peut mélanger le matériel ensemble pour faire des parties à 2, 3 ou 4, ça devient un jeu coopératif à plus qu'un joueur. Fait que l'idée, c'est qu'on va choisir un héros, par exemple Batman ou Superman, il y a Green Lantern et Flash, le 4e. Ouais, Flash, tu lances vraiment beaucoup de dés. Flash, tu lances beaucoup tes dés, ouais, à grande vitesse. Et chaque héros va vraiment avoir une mécanique particulière de comment ses dés à lui fonctionnent. Fait que tu sais, je résumerai pas, chacun va fonctionner comment, mais c'est un principe, même pas tout à fait à la King of Tokyo, parce que ça dépend des joueurs. C'est asymétrique, chaque joueur va vraiment fonctionner différemment, mais l'idée, c'est qu'on va essayer de protéger une ville qu'on va avoir choisie selon les sets qu'on a. Fait qu'on peut avoir choisi Metropolis si Batman c'est un des joueurs. Superman. Puis, ou Superman, je veux dire, ou Gotham si Batman c'est un des joueurs. Puis il va y avoir des vilains qui vont venir attaquer la ville à tous les tours. Fait que là, on va avoir toujours une rangée qu'on sait que c'est les vilains qui arrivent le prochain tour. Puis on a les vilains du tour actuel. Puis les vilains il y a des vilains ici, on réussit pas à les contrôler, qui vont passer puis qui vont aller dans le fond endommager la ville, qui vont être des points négatifs en termes de points de victoire à la fin de la partie. Puis quand on arrive à la fin, on fait juste comparer sur une espèce de table pour voir comment on a réussi à bien défendre la ville ou non. Ça, c'est un petit peu anticlimatique la fin. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas plus haut que ça, parce qu'il aurait pu l'être plus haut. Parce que c'est littéralement, à la fin, on calcule, OK, il y a tant de boss qui ont passé, eux autres, on n'a pas réussi à les battre, fait qu'on score 14. C'est comme vous êtes des super-héros, OK. OK, on est des super-héros, OK, c'est comme ça, c'est ordinaire. La finale est un peu anticlimatique, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut, parce que la mécanique du jeu est vraiment le fun. Il y a des vilains qui arrivent, coopérativement, on va décider, OK, moi je vais battre lui, toi tu vas battre lui, chaque vilain a des petits effets spéciaux, lui est plus fort contre Superman, lui est plus fort contre Batman, lui est plus fort contre Flash. Chaque héros a 8 cartes spécifiques qu'il peut utiliser une fois par partie, mais les parties sont tellement rapides que tu commences à les utiliser dès le premier tour. Puis c'est surtout la twist que chaque joueur roule vraiment différemment. Tu sais, Batman, il veut rouler des Batmobiles parce que ça lui permet d'avoir des relances. Superman, il y a 3 couleurs de dés, puis il faut qu'il en garde une à chaque fois qu'il relance les dés. Ouais. Bon, Flash additionne ses succès, puis tant qu'il roule des. Ouais, puis Green Lantern, c'est ses lanternes qui permettent d'avoir des relances. Puis là, tu essaies de cumuler des succès, puis plus en jouant tes cartes pouvoir pour battre les belles petites boîtes, c'est des beaux dés magnétiques, là, c'est des gros dés de super bonne qualité. Les boîtes sont chères, là, sont comme 25$ par boîte. Puis tu as du matériel pour un joueur dans une boîte. Fait que tous les avoirs, on parle d'un jeu assez dispendieux si tu réussis pas à avoir des rabais ou des trucs comme ça. Mais c'est un jeu avec du super beau matériel. Les parties sont relativement rapides. Là. Quand même à 4, c'est peut-être 30-45 minutes une partie quand tu es habitué. À 2, ça joue en 20 minutes. À 2, c'est une vingtaine de minutes. Puis ça fait que tu peux essayer d'autres héros puis d'essayer des combinaisons différentes. Fait que c'est un super beau jeu, petit jeu rapide, super intéressant. Mais la fin un petit peu anticlimatique. C'est pour ça qu'il n'est pas plus haut pour moi. Donc mon numéro 67, Hero Dice. Moi, mon numéro 67, c'est aussi un jeu de dés qu'on va lancer beaucoup les dés. On va tellement les lancer vite parce qu'on a du temps pour gagner. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Fuse. Un jeu coopératif où on va avoir 10 minutes top chrono pour pouvoir désamorcer toutes les bombes qui sont sur notre vaisseau spatial. Donc, on va avoir un sac avec plein de dés à l'intérieur. On va piocher des dés. On va les lancer. Puis ensuite, il faut que chaque joueur assigne des dés sur ses cartes de bombes. Et les bombes, dans le fond, c'est des petits puzzles mathématiques où des fois c'est relié avec les couleurs des dés, les chiffres, des fois il faut que j'additionne 2 dés pour faire un total de 7 sur ma carte pour pouvoir la résoudre. Quand j'ai réussi à désamorcer une bombe, là je vais défausser la carte, je vais en prendre une autre qui est au milieu de la table, je vais la mettre devant moi. Il faut que ça roule le plus vite possible. Il faut désamorcer toutes les cartes de bombes qui sont sur la table, qui sont au milieu pour pouvoir gagner. On a des cartes négatives qui vont sortir des fois, qui vont nous faire défausser des dés. Si on n'est pas capable de placer un dé, que personne ne peut prendre le dé qu'on a lancé, ben on va le remettre dans le sac, mais on va aussi perdre tout le monde un dé de cette couleur-là ou de ce chiffre-là. Fait que c'est un jeu qu'il faut qu'il joue vraiment rapidement si on veut l'emporter. Un mini aspect de dextérité, parce que tu as certaines cartes, il faut que tu fasses une petite pyramide ou une tour dessus. Fait que vu que c'est en temps réel, des fois, tu peux aller rapidement. Si tu l'accroches, ta pyramide ou ta tour, ben là, les dés qui sont tombés, sont perdus. T'as perdu, tu les remets dans le sac. Fait que t'as vraiment un gros stress quand tu joues à ça. C'est comme le jeu parfait pour ouvrir une soirée de jeu, je trouve. Ouais. C'est comme, ça met tout le monde dans l'ambiance. On est tous énervés quand on joue à ça. On peut jouer comme 1 ou 2 parties de suite. Puis après, c'est comme, ok, ben là, on est mindé pour jouer à d'autres choses. Ouais, puis c'est pas compliqué comme règle, ça s'explique bien. Puis c'est 10 minutes, 10, 15 minutes. C'est 10 minutes chrono, donc c'est vraiment un jeu intense, stressant.
mais très amusant. Donc un casse-tête en temps réel comme ça, j'en ai pas vu beaucoup qui vont chercher cet aspect-là. Donc vraiment un jeu de dés très intéressant, puis pour moi un excellent filler. Donc mon numéro 77, Fuse. Pour mon numéro 76, on va lâcher un peu les jeux de dés. Celui-là, c'est plus un jeu de cartes, en fait. C'est un jeu de cartes qui va simuler un marché boursier. C'est un jeu qui s'appelle Stockpile, donc un jeu où chaque joueur va être un investisseur et on va aller essayer d'acheter des actions de différentes compagnies. On va essayer de faire fluctuer ces actions-là pour gagner le plus d'argent possible, évidemment, à la fin de la partie. Le joueur le plus riche va l'emporter. C'est un jeu qui prend la mécanique boursière qui est généralement dans... c'est une mécanique qu'on retrouve des fois dans des jeux euro très complexes. Donc les gens sont comme ah non, pas un jeu de marché boursier, moi j'aime pas ça, c'est trop compliqué, tout ça. Celui-là, la beauté, c'est qu'il prend ce concept-là de marché boursier, mais il le simplifie à merveille. Donc ça le rend vraiment simple, ça le rend vraiment accessible. Tout le jeu est construit autour de ça. T'as pas 10 000 affaires autour à gérer. C'est pas une mécanique parmi d'autres, c'est la mécanique du jeu. C'est ça qui drive le jeu. Donc on va avoir 5 compagnies sur le plateau, 5 ou 6, en mémoire je pense que c'est 5. Et à chaque tour, dans le fond, chaque joueur va avoir une information privilégiée. Donc chaque joueur va connaître ce qu'une des 5 compagnies va avoir dans le tour. Donc soit une hausse de ses actions, une baisse, ou que ça va créer des dividendes pour les gens qui ont des actions de cette compagnie-là. Ensuite, on va avoir des cartes qui représentent... on va piger des cartes qui représentent les actions et on va aller placer ces cartes-là dans des portefeuilles. Et ce qui est particulier, c'est qu'on va placer des cartes face visible, mais aussi des cartes face cachée. Fait que là, il y a un petit aspect de spéculation de OK, ben je vais mettre une carte cachée dans ce portefeuille-là parce que je sais que c'est pas une bonne carte. Ou je vais mettre une bonne carte parce que moi, je vais ensuite aller miser sur ce portefeuille-là. Il y a un petit aspect bluff qui est rare dans les jeux de spéculation. Ouais, puis ça fit, je trouve, avec le thème. Oui, parce que t'achètes pas une action quand tu dépenses de l'argent, t'achètes un portefeuille d'actions. Fait que t'achètes une série d'actions, puis t'es prise avec les mauvaises qui peuvent être dans ce portefeuille-là. Fait que si tu vois qu'un joueur se place 2-3 bonnes actions quelque part, tu vas aller en mettre une mauvaise pour qu'au moins elle soit pas si intéressante, ou sinon tu vas essayer toi-même parce qu'après c'est une enchère pour chacun des portefeuilles. C'est ça, puis c'est vraiment cool le fait que les portefeuilles, c'est les joueurs qui les construisent et qui sont pas comme juste aléatoires. Dans le fond, je pense qu'on met une carte aléatoire dans chaque portefeuille, puis après ça, c'est les joueurs qui les construisent. Donc ça, c'est vraiment un aspect cool. Puis après, c'est ça, comme tu dis, on fait une enchère pour aller essayer de gagner un portefeuille. Donc tout le monde va en gagner un. Fait que le dernier joueur, généralement, il a son portefeuille gratuitement. Mais tu sais, il est vraiment moins bon. Le choix moins intéressant d'actions. Donc c'est vraiment une dynamique intéressante. Après ça, les joueurs auront l'opportunité de vendre des actions s'ils le veulent. Puis après ça, ben, on va appliquer les bonus ou les malus aux actions. Il y a des compagnies qui peuvent crasher. Toutes les actions sont perdues. On peut avoir une compagnie que son action va exploser. Donc ça va créer des actions doubles qui valent 2 fois plus d'argent. Donc vraiment un jeu qui représente à merveille le marché boursier de façon simple, très amusante, avec aussi encore un petit mélange de plusieurs mécaniques, l'aspect bluff, l'aspect enchère, l'aspect gestion d'argent. Donc vraiment un beau petit jeu. Donc mon numéro 76, Stockpile. Dans mon cas, le numéro 76 est un jeu de recrutement de tuiles extrêmement simple dans lequel on doit se construire une petite planète. Le jeu s'appelle Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est un jeu comme j'ai dit, recrutement de tuiles familial, quand même, qui est quand même vraiment simple. Ça se joue jusqu'à 5, si ma mémoire est bonne, maximum, minimum 2. Et dans le fond, ce jeu-là, chaque joueur à son tour de rôle va piger dans un de 4 paquets de tuiles qui vont être disponibles dans le jeu, va piger un nombre de tuiles égal au nombre de joueurs, il va en choisir une, il va donner le paquet à qui il veut, ce joueur-là va s'en prendre une, puis ça va continuer de même, puis c'est toujours le joueur qui choisit la tuile qui décide le paquet s'en va dans les mains de qui. Puis celui qui reçoit la dernière tuile, il a la moins bonne, mais c'est lui par contre le prochain joueur qui va choisir en premier dans quelle pile on va piger la prochaine fois, puis c'est lui qui va choisir sa tuile en premier. Puis la mécanique est pas plus compliquée que ça, j'ai déjà expliqué 90% du jeu. Sa particularité, c'est que sur chaque tuile, dans le fond, il va y avoir des images, des icônes. Il va y avoir une rose, il va y avoir des baobabs, des renards, des moutons, des lampadaires, des trucs comme ça. Et il y a un des paquets de tuiles, c'est là la twist du jeu en quelque sorte, c'est les personnages qui vont aller dans les coins de notre planète. On va en recruter 4 au total dans la partie, puis c'est les personnages qui vont décider comment on marque nos points de victoire à la fin de la partie. Fait que tu te construis une petite planète avec plein d'icônes, mais tu vas aussi essayer de te construire quelque chose qui fonctionne avec les personnages que tu recrutes. Fait qu'il y a certains personnages qui vont faire que mes étoiles valent 2 points de victoire. Il y a d'autres personnages qui vont faire que mes lampadaires font des points de victoire. Les baobabs, ça va être des points de victoire négatifs si j'en ai trop. Ils vont annuler ce qu'il y a sur la tuile. Les volcans, ça va être des points de victoire négatifs pour celui qui est majoritaire en volcan. Mais il y a d'autres
Si j'ai une, il y a un personnage qui fait que si j'ai une rose, je marque plein de points. Si j'en ai deux, j'en marque moins. Puis si j'en ai trois ou plus, j'en marque pas du tout. Fidèle à la nouvelle. Et fait que c'est un petit jeu super intéressant, extrêmement simple, il est tout beau, et c'est une petite boîte, fait que ça se range bien. C'est assez difficile à trouver, je pense, maintenant. Je pense qu'il est tough à trouver. Mais sinon, c'est un super beau petit jeu. Puis en plus, c'est un jeu que quand tu joues avec des ados, même des enfants, parce qu'il est assez simple pour, ils vont poser des questions sur, puis ça peut mener, ceux qui aiment la littérature, à vouloir présenter le livre Le Petit Prince. Un classique. Parce qu'il est quand même un classique. Puis le visuel du jeu est super attrayant. Il y a un visuel très justement comme le livre qu'on connaît. Donc Le Petit Prince, mon numéro 76, un beau petit jeu de recrutement de tuiles, simple, efficace et rapide. Le Petit Prince. Dans le cas de mon numéro 75, je retombe dans un gros jeu plutôt euro. Donc avec beaucoup de mécaniques euro. Et c'est un jeu qui a la thématique d'un dungeon crawler, mais qui n'est pas un dungeon crawler, parce que dans ce jeu-là, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on dresse les monstres qui vont servir au maître du donjon. Ça s'appelle Dungeon Pets. Dungeon Pets a beaucoup de mécaniques qui vont ressembler à Dungeon Lords, le board game Dungeon Lords pour ceux qui connaissent. Mais l'idée de Dungeon Pet, c'est qu'on est un dresseur de monstres. Fait qu'on va recruter des monstres, on va avoir des petits monstres, on va avoir des cages, on va avoir des petits gobelins, des imps en fait, qui vont s'occuper de nos monstres, qui vont nettoyer les cages, qui vont leur donner de la bouffe, qui vont jouer avec eux autres. Nos monstres vont vieillir, vont grandir, vont devenir plus gros, plus puissants, plus dangereux. Puis éventuellement, il va y avoir des Dungeon Lords qui vont venir, puis on va faire des encans, puis on va vendre nos monstres aux Dungeon Lords. Puis si on réussit à respecter les demandes des Dungeon Lords, moi je veux un monstre magique, je veux un monstre dégueulasse, je veux un gros monstre carnivore qui va tuer plein d'aventuriers. Mais si on respecte leurs demandes, on va marquer davantage de points. Puis on va marquer des points comme victoire comme ça tout le long. Fait que c'est un jeu que c'est un placement d'ouvrier à la base. Là. Je m'en vais à telle place, je vais récolter un morceau de cage, je m'en vais à telle place chercher des légumes parce que les monstres que j'ai sont végétariens. Je m'en vais à telle place chercher de la viande parce qu'ils sont carnivores. Je m'en vais à telle place chercher une cage magique parce que j'ai un monstre qui dégage des drôles d'énergie, etc., etc. Fait que c'est un petit placement d'ouvrier avec beaucoup de petites choses qui se passent en même temps. Là, il y a plusieurs pistes en même temps qui roulent. Les monstres, il y a une petite gestion de main de carte. Je sais pas si tu as déjà joué, toi. Non, j'ai jamais joué. Il y a une petite gestion de main de carte qui est particulière où tous les monstres que j'ai vont me faire piger différentes cartes. Puis après, il faut que j'attribue ces cartes-là à chacun de mes monstres selon leurs besoins. Puis si je réussis pas à combler leurs besoins, ben, il va y avoir des effets négatifs qui vont rentrer. Fait que si je réussis pas à combler les besoins de propriété d'un monstre, ben littéralement, je vais avoir des petites cartes de besoins, des petits besoins qui vont se faire dans sa cage. Puis là, s'il y a une carte qui flippe, que là, la maladie rentre, ben là, mon monstre peut commencer à être malade parce que sa cage est mal propre. Ou un monstre peut commencer à être déprimé parce qu'il n'y a pas d'imp qui joue avec lui le soir. Ou tel monstre commence à être affamé, fait qu'il grandit pas aussi vite parce que je donne pas assez de nourriture, des trucs. Ou un autre que sa cage est pas assez raide, fait que c'est un enragé, il pète sa cage, puis il s'en va, puis il se sauve, puis là, je le perds. Fait qu'il y a plein de petites mécaniques intéressantes, mais à la base, c'est un placement d'ouvrier avec. Puis ça a l'air d'un jeu léger quand le thème, il a l'air léger, ouais. Mais ça reste un gros jeu, un assez gros jeu euro là, avec des bonnes parties de 90 minutes à 2 heures pour une game à 2, 3, 4 joueurs. 4 joueurs si on est habitué dans 2 heures, sinon ça peut être plus long que ça. Mais le thème est tellement cocasse puis intéressant qu'il y en a plusieurs qui peuvent jouer. J'ai joué longtemps avec ma fille. Fait que c'est un jeu super intéressant, une belle mécanique de placement d'ouvriers avec une thématique originale. On n'est pas un méchant en tant que tel, mais on dresse des monstres pour les méchants qui vont venir les chercher. Avec plein de belles petites composantes, des petites figurines d'hymnes super intéressantes. Fait que donc, Dungeon Pets, mon numéro 75. Moi, mon numéro 75, j'y vais avec un jeu de construction de ville et aussi de placement de tuiles. Un jeu de Days of Wonder, c'est le jeu Quadropolis, donc un des Days of Wonder des dernières années. Un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais qui n'a pas tant pogné que ça. Il n'a pas fait un gros buzz autant que certains autres de Days of Wonder. Ça peut pas tout être des super jeux super populaires, mais je l'aime bien. En fait, on va aller recruter sur un plateau commun en utilisant des espèces d'architectes. Et ces architectes-là vont donner une distance. Puis là, si je place l'architecte devant la colonne, c'est l'architecte 2, je vais pouvoir prendre la tuile qui est en deuxième position. Après ça, aller la placer dans un endroit en deuxième position dans ma ville. Donc, il y a des espèces de règles de placement qui sont intéressantes à respecter. Et après ça, de la manière, je place mes tuiles ensemble. Je peux aussi marquer le plus de points possible. Et je devrais aussi placer vous avez des petits meeples et vous avez des jetons aussi d'énergie. Donc il y a certains types de bâtiments qui ont besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. Il y en a qui ont besoin d'avoir des gens à l'intérieur. Si, exemple, je place des magasins, mais il faut qu'il y ait des meeples dedans. Dans le fond, chaque bâtiment a sa règle pour voir comment il va marquer ses points de exactement. Puis la proximité de certains bâtiments, comme par exemple les ports. Mais si je réussis à faire une ligne de port, ça va avoir de plus en plus de points ou une colonne. Il y en a d'autres que je les empile. Les bâtiments
résidentiel, on peut les mettre en hauteur aussi, fait qu'ils peuvent valoir plus de points. Fait que chaque sorte de bâtiment va avoir sa propre façon de scorer. Et ça, c'est un peu le mode débutant. Puis on a aussi un mode expert à l'intérieur du jeu où on envoie un peu le recrutement à un autre niveau. C'est qu'à la place de chacun avoir nos 4 architectes de 1 à 4, c'est que tous les architectes sont dans un bassin commun. Puis dans le fond, au début de mon tour, ben, je vais aller chercher un des architectes dans le bassin, puis je vais le placer ensuite pour aller chercher une tuile. Fait que je pourrais prendre un architecte numéro 2, puis à mon autre tour, s'il y a encore un architecte numéro 2 dans le bassin, je pourrais le prendre, puis aller repêcher une tuile. Fait que ça donne un peu plus de latitude aux joueurs, t'es moins pogné à avoir les chiffres de 1 à 4 avec tes architectes. Dans la version expert aussi, tu as des nouvelles tuiles, donc il y a les bâtiments, les tours commerciales qui sont une autre sorte de bâtiment. Donc tu vas avoir des règles supplémentaires, tu as un quartier de plus aussi sur ton plateau. La façon de déplacer va être un peu de aussi, fait que ça vaut la peine peut-être de jouer une partie dans le mode débutant, mais après ça, de tout de suite aller dans le mode avancé, le mode expert, là, ça rajoute un petit peu plus de punch au jeu, un peu plus d'options. Puis à la base, ça reste pas un jeu qui est vraiment compliqué de toute façon. Donc, Quadropolis, vraiment du beau matériel encore une fois, un super insert, des règles qui sont vraiment simples, mais quand même un jeu que la stratégie est assez intéressante, qui peut avoir une certaine profondeur. Donc, un jeu au visuel encore une fois, vraiment extraordinaire avec Days of Wonder. Donc, un jeu que j'ai beaucoup aimé. Beau jeu de placement de tuiles, mon numéro 75, Quadropolis. Mon numéro 74, c'est un jeu de recrutement de cartes avec des petits lapins à l'intérieur. Ça s'appelle Bunny Kingdom. Donc Bunny Kingdom, un jeu de Richard Garfield, si je me souviens bien. Ouais. Donc, un jeu où on va avoir des cartes qu'on va aller recruter. Un recrutement de cartes assez classique, là, à moins qu'on joue à 2 joueurs, c'est la variante. Donc, on va choisir une carte. Après ça, l'autre joueur va choisir une carte. Puis, on va avoir des cartes qui représentent en fait des coordonnées. La plupart des cartes représentent des coordonnées sur le plateau. Donc, je sais pas, je peux avoir la carte B5. Ben là, quand je joue la carte B5, mais je prends le contrôle du territoire B5 en plaçant un de mes petits lapins. Et le but, ça va être d'avoir des endroits où on a le plus de territoires adjacents qui se touchent pour avoir un territoire qui a le plus de ressources différentes et le plus de villes aussi à l'intérieur. Que les deux vont se multiplier ensemble pour donner les points. C'est un jeu où les points sont scorés de façon exponentielle. Donc, première manche, on fait presque pas de points. Puis là, à chacune des manches, on score de plus en plus de points. Puis à la fin de la partie, on peut scorer comme 150 points dans la dernière ronde. Là. Donc, c'est vraiment exponentiel parce que plus on avance, plus nos territoires sont grands, plus on a des multiplicateurs intéressants. On a des cartes qui nous permettent de construire des villes aussi. Il y en a sur le plateau qui sont imprimées, mais on peut en construire qui sont plus grosses, qui vont avoir 2 tours ou 3 tours. On a des types de terrain aussi où on peut aller construire des tuiles spéciales. On a une petite gestion de prise de risque où on a une carte qui nous permet de prendre possession de n'importe quel terrain vide. Ouais. Mais si plus tard dans la partie, un joueur utilise la carte avec les coordonnées de cet endroit-là, il va nous le voler. En fait, c'est nous qui l'avons comme volé en fait, là, puis lui il va le récupérer à ce moment-là. Fait que tu as une petite gestion de risque comme ça qui est là. Tu peux avoir des cartes spéciales qui vont te permettre de connecter 2 royaumes ensemble pour faire une espèce de gros royaume. Tu peux ajouter des ressources sur le plateau, tu peux construire des villes de différents niveaux qui donnent plus de tours puis qui vont marquer plus de points. Fait qu'il y a différentes sortes de cartes. Il y a des cartes d'objectifs aussi de fin de partie. Bon, si tu réussis à contrôler 5 champs de carottes, ben là tu vas pouvoir marquer tant de points. Si tu contrôles les 4 coins du plateau, tu vas marquer tant de points. Fait que il y a vraiment plein de cartes d'objectifs différentes. C'est aussi intéressant dans le draft de dire ok, ben là, il faut que je me garde des cartes d'objectifs parce que c'est des façons de faire des points, mais il faut aussi que je me prenne des cartes qui me donnent des territoires. Fait que, toutes ces cartes-là sont toutes mélangées ensemble quand tu fais le draft. Fait que ça, c'est quand même cool. C'est des choix qui sont intéressants. Un jeu avec des beaux petits meeples de lapin. Vraiment cute. Un plateau qui est quand même tout petit là, pour ce type de jeu-là. Je sais qu'ils ont vendu une version X large du plateau qui est disponible, qu'on peut acheter aussi séparément. Donc, Bunny Kingdom, encore une fois, un jeu pas très compliqué. Un beau jeu de recrutement de cartes avec des belles mécaniques, très intéressant. Donc, mon numéro 74, Bunny Kingdom. Dans mon cas, le numéro 74, je reviens à une de mes mécaniques préférées, le deck building. Ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas. Ouais, c'est ça, il n'y en avait pas eu du segment encore, je pense. Il y avait beaucoup de recrutement, mais pas de deck building encore. Et dans celui-là, il y a plusieurs petites choses particulières qui s'illustrent pour moi. La première, c'est sa mécanique. C'est le deck building le moins violent de tous les deck building que j'ai. Ça s'appelle Heart of Crown.
Dans ce deck building-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que le roi est mort, le roi avait 6 filles, des princesses, et on va tenter de se battre pour faire élire une des princesses à la succession du roi. Fait que ce deck building-là va avoir différentes petites affaires. Il va avoir une série de cartes qui sont fixes, qui sont le marché, qui est le même à toutes les parties. À ça, je vais prendre différentes cartes avec lesquelles je vais faire un gros paquet de cartes que je vais mélanger, puis je vais distribuer un certain nombre de cartes, 8 qui vont être disponibles au marché tout le temps. Fait que le marché, il est aléatoire, il est à moitié aléatoire, avec des cartes qui changent d'une partie à l'autre, puis il y a une autre moitié que c'est toujours les mêmes cartes, les cartes de ressources, puis qui me permettent de marquer mes points de victoire en tant que tel, les points de succession dans ce jeu-là. C'est toujours les mêmes ressources. Deuxièmement, il y a la façon dont les cartes se jouent. Dans ce carte-là, il faut créer des espèces de petites chaînes. Ah oui, de gauche à droite. Les petites cartes. Quand je joue une carte, la carte va avoir des flèches, une ou plusieurs flèches dessous, ou pas de flèches du tout. Et pour pouvoir jouer une carte, il faut qu'elle suive une autre carte qui avait une flèche jouée avant elle. Fait que si je joue une carte et il y a une flèche vers ma droite, je peux jouer une deuxième carte à la droite de la première. Puis si l'autre carte avait aussi une flèche, je peux en jouer une troisième. Ce qui fait que si j'achète plein de cartes, le souvenir que j'ai en tête, c'est l'aventurier qui coûte 5, c'est une des cartes les plus chères du jeu, mais il n'y a pas de flèche dessus. Si j'achète lui plein de fois, puis que là je le pogne 3 fois dans le même tour, mais je vais pouvoir le jouer juste une fois parce qu'il va mettre fin à mon tour, j'aurai pas d'autres flèches. Alors qu'il y a d'autres cartes qui coûtent juste 2, qui sont pas chères, mais qui ont 2 flèches dessus, fait qu'ils me permettent de commencer une deuxième chaîne, fait qu'ils me permettraient de jouer mes 2 aventuriers dans le même tour. Fait que déjà là, j'ai une petite gestion qui est intéressante, mais c'est surtout la thématique. C'est surtout la thématique du jeu qui vient donner un petit quelque chose, parce qu'il y a vraiment les six princesses, comme je disais tantôt, les 6 filles sont disponibles dès le premier tour de jeu. Mais il faut que je me construise un petit royaume dans mes mains, puis à un moment donné, je vais avoir à jouer, puis dire, ok, là, je me commets, moi, j'appuie cette princesse-là. Tu gagnes la princesse. Là, je gagne la princesse, ça s'en vient dans ma zone de jeu, ça me donne un petit royaume, mon petit royaume va me donner des bonus supplémentaires pour la partie où je peux garder des cartes d'un tour à l'autre, des trucs comme ça. Mais c'est surtout qu'à partir de là, je vais engager des ducs, des comtes, des trucs comme ça pour essayer de faire élire la princesse que j'ai choisie. Et chacune des princesses donne un pouvoir extrêmement puissant, des fois unique, des fois c'est un pouvoir que j'utilise. Il y en a une qui fait que toutes les cartes me coûtent une de ressources de moins, le reste de la game. C'est un énorme pouvoir. Il y a une carte qui me permet d'aller chercher, une princesse qui me permet d'aller chercher une carte de ma défausse à tous les tours. C'est super fort aussi. Mais ils ont tous un pouvoir extrêmement fort. Le graphisme est manga, mais est manga décent. Ouais, ils ont assez de linge sur le dos. Ils ont du linge sur le dos, toute la gang, sans exception. Fait que ça aussi, c'est particulier. Je suis pas gêné de le sortir avec n'importe qui. Contrairement à d'autres jeux de manga de la même compagnie. Là, c'est Japanimation. Japanese Games. Japanime Games. Ouais, c'est ça. Parce que bref, c'est le logo en haut, là. Ouais. Mais eux autres, leurs jeux sont pas toujours décents, mais celui-là l'est. Fait que des belles mécaniques. Le jeu, la première fois que tu joues, il est un peu long parce que justement, il y a certaines affaires qui sont contre-intuitives. Les suites de cartes. Mais après un certain temps, tu pognes la main, tu as la main du jeu, ça va assez rapide. Les parties, ça se fait en dedans d'une heure quand tu es habitué, 1h30 peut-être. Fait qu'un super beau deck building, du beau matériel, il y a plein d'extensions qui sortent parce que c'est un jeu relativement vieux, genre 2012, mais qui ont sorti aux États-Unis, en Amérique du Nord, il n'y a pas très longtemps. Ils ont fait un Kickstarter, je pense, pour l'amener. Ils ont fait un Kickstarter pour l'amener en Amérique du Nord. Il est sorti, je pense, en 2016 en Amérique du Nord. Fait qu'il y a déjà plein d'extensions en route qui vont éventuellement faire. Je pense qu'ils en ont déjà sorti 3 ou 4, mais j'en ai 2 ou 3. J'en ai 3, je pense, des extensions. J'ai acheté la dernière à Gen Con, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, fait que Heart of Crown, très beau jeu. Mon numéro 74. Pour mon numéro 73, je reste dans la même mécanique exactement. Le deck building, c'est un des plus simples et des plus compacts sur le marché, surtout si on a juste le jeu de base. Et en plus, on peut choisir sa thématique, parce que dans le fond, c'est 2 jeux différents, mais qui sont tellement pareils que je les mets dans le même rang, si on veut. C'est Star Realms, Hero Realms, qui sont pour moi identiques. Là. Il y a juste la thématique qui change. Où Star Realms, on est dans l'espace, Hero Realms, on est dans un monde médiéval fantastique. Fait que pourquoi celui-là je le trouve si simple, c'est son efficacité, je dirais. Star Realms, c'est un des seuls deck building, tu mets ton paquet de cartes sur la table, tu donnes 5 cartes à chaque joueur puis c'est parti. Puis dans 15 minutes, c'est fini. Ça va prendre 15-20 minutes de jouer une partie. Fait que c'est hyper rapide, je trouve que là où il brille le plus, c'est à 2. Il se joue à 3 et à 4. Star Realms, ça prend des decks de plus. Là. Hero Realms, dans boîte, on a assez pour jouer à 4, sinon avoir Evan. Mais c'est vraiment un jeu à 2. Là, on a 50 points de vie chaque, je pense. Dans Star Realms et dans Hero Realms, ça dépend parce qu'on peut avoir des classes si on a une coupe d'expansion. Mais si je parle juste des boîtes de base, on a un certain nombre de points de vie. On achète des cartes, les cartes sont divisées en 4 factions. Au fur et à mesure que les cartes reviennent, comme n'importe quel deck building, on va jouer nos cartes les plus puissantes pour éliminer ce qu'on avait de base, pour faire des dégâts à l'autre. Il y a plusieurs ressources dans le jeu. Là. Il y a des points de guérison, il y a des points d'attaque, il y a des points d'achat.
Mais une des choses qui fait que c'est simple, c'est que tout se déclenche de façon rétroactive. Si je joue 2 cartes bleues dans 2 tours, les deux se déclenchent une l'autre. Il n'y a pas de. Dans quel ordre je les ai joués. Tant que je joue mes affaires, ça se déclenche. Les pouvoirs sont simples, les effets sont simples. Puis les factions sont vraiment divisées en 4. Fait que par exemple, dans Star Realms, les cartes bleues, c'est des cartes qui vont te guérir. Les cartes jaunes vont te faire piger des cartes supplémentaires. Les cartes rouges vont détruire des cartes. Les cartes vertes vont faire fort. Ils vont faire des gros points de dégâts. Puis dans Hero Realms, c'est la même chose. C'est juste que l'ordre des couleurs n'est pas le même tout à fait. Là. Les vertes, les rouges, c'est la même chose, mais jaune et bleu sont inversés, grosso modo. Dans c'est la catégorie des cartes. C'est le deck building d'initiation idéal. C'est un des deck building d'initiation initiale. Puis si on achète puis en plus, le jeu de base il est comme 15$, 14$, 14$. Il est vraiment pas cher. C'est une toute petite boîte avec une centaine de quasiment cartes. comme acheter un deck de Magic. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas cher. C'est facile d'accès. Il y a plein d'expansions qui existent. Là. Si on veut Hero Realms, il peut coûter 60-70$. Mais il y a différents modes de jeu que les extensions. Ouais, c'est ça. Il y a plein de petits jeux. Avec les extensions, il peut être coopératif. Il y a un mode mini-campagne à Hero Realms. À Hero Realms, on peut acheter des classes qui vont personnaliser ton deck de départ. On peut jouer One vs All à Hero Realms en achetant le deck du dragon ou le deck de la Lich. Bon, etc. Fait qu'il y a plein de modules qui existent qu'on peut rajouter, mais de base, c'est un deck de cartes, un deck building à 15$, que ça prend 20 minutes de jouer, 5 minutes d'expliquer une partie. Puis il y a une super belle application aussi pour pouvoir jouer. Je pense même qu'elle est gratuite, l'application de Star Realms, pour jouer sur le téléphone. Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est mon numéro 73, Star/Hero Realms. Moi, mon numéro 73, c'est un jeu je pense qu'il est difficile à trouver. Je pense qu'il t'avait d'être out of print. C'est le jeu Cold Baron. Ou en anglais, en français, Gueule Noire. Gueule Noire. C'est un jeu où on va miner du charbon, en fait. On va avoir un petit plateau personnel qui représente ta mine avec tes tunnels, que tu vas devoir aller creuser dans tes tunnels pour aller placer différents minerais. Et après ça, tu vas devoir aller chercher ce minerai-là, le faire monter dans ton petit chariot. Ton petit chariot, il bouge vraiment là, dans tes tunnels avec la hauteur, tout ça. Puis là, après ça, il faut que je le ramène à la surface, il faut que je prenne mes minerais, que j'ai fasse livrer ensuite pour aller faire des commandes. Donc, tu vas des commandes à remplir. C'est un jeu à la base de placement d'ouvriers. Fait que tu as un plateau principal avec des actions que tu peux aller chercher avec tes ouvriers. Et tu peux aller où il y a quelqu'un, mais il faut juste que tu mettes plus d'ouvriers que lui. Fait que tu auras un bon bassin d'ouvriers à jouer. Fait que là, la décision, des fois, c'est que, OK, ben là, je vais en mettre 2-3 là. Fait que là, ça va être plus dur pour les autres de venir. Donc, il y a cette stratégie-là de jouer avec le nombre d'ouvriers qui est intéressante. La manipulation de ta mine et tout ça, c'est aussi très cool. Tu vas avoir des moyens de transport qui vont être différents. Donc, tu vas avoir par train, par camion, etc. Selon les commandes que tu vas avoir, ben, telle commande, on veut tel type de minerai, livré par train. Fait que là, tu vas devoir essayer de faire ces manipulations pour aller faire cette commande-là, pour marquer des points. Et à chacune des fins de ronde, on va aussi marquer des points bonus de différentes façons. Il va y avoir des espèces de majorité. Celui qui a eu plus de minerais de telle affaire, celui qui a utilisé le plus tel moyen de transport. Fait que c'est aussi, tu travailles aussi pour ces bonus-là qui vont revenir aussi à chaque tiers de la partie. Fait qu'après la première ronde, on a donné le bonus pour telle affaire, mais après la deuxième ronde, on fait les 2 vagues de bonus. Donc c'est vraiment un peu un bel exercice de planification à moyen long terme aussi, en même temps de faire mon court terme qui sont mes commandes que je veux faire pour gérer des points. Donc un jeu avec une bonne iconographie, assez simple à comprendre. Je vais le classer encore dans du jeu d'introduction. Okay. Pour un placement d'ouvrier, ça fitterait dans le jeu d'introduction, donc très plaisant. Si vous pouvez mettre la main sur une copie de Gueule Noire, c'est très cool comme jeu, donc je l'ai bien aimé. C'est donc mon numéro 73, Gueule Noire, Cold Baron. Pour mon numéro 72, c'est clairement un des fillers qu'on a joué le plus. Ça s'appelle Love Letter et c'est l'édition Batman de Love Letter. Donc Love Letter, un petit jeu de déduction, à peu près une quinzaine de cartes dans le paquet. Je pense qu'il y en a 18 en fait. 16, un tout petit paquet de cartes avec quelques petits jetons, une petite carte d'aide de jeu et voilà, c'est tout le matériel qu'on a. On a même une version qui est dans une petite pochette de velours où on a la version box aussi qui est d'une toute petite boîte. Donc un jeu de déduction, on va essayer d'être le joueur à la fin de la ronde qui a la carte la plus haute
ou on va essayer simplement d'éliminer les autres joueurs dans la ronde pour marquer un point. Dans la version Batman, ce qui est très cool, bon, c'est que les cartes représentent évidemment les personnages de l'univers de Batman. On a Batman qui représente comme la carte du garde, la carte pour essayer de deviner les autres et de les éliminer. Puis les autres cartes, ben, on va avoir Robin, mais après les autres vilains, Catwoman, Two-Face, le Joker, Bane, Harley Quinn, Poison Ivy. Et c'est ça, ouais, Catwoman. Ouais, on a fait le tour. Et Robin. Robin, ouais, c'est ça, qui est la carte qui nous rend invincible. Donc, c'est simple, à notre tour, on a une carte dans nos mains, on en pioche une autre et on va jouer une de nos deux cartes. On va faire l'effet de la carte qu'on va jouer. Chaque carte va avoir son effet. Il y a certaines cartes qui reviennent 2 fois dans le paquet. Et la carte de Batman qui, quand je la joue, je vais cibler un joueur puis je vais essayer de deviner la carte qu'il a en main. Si je devine la carte qu'il a en main, il est éliminé. Et je fais un point. Si c'est un super vilain, sa carte, je fais un point. Ouais, parce que si j'élimine Robin, je fais pas de point. Ouais, là, ça serait chiant pour Robin. Donc, ce qui est le fun dans la version Batman, c'est que ça, on peut faire des points en éliminant les autres, contrairement à la version de base ou aux autres versions de Love Letter. Fait que ça rajoute un petit aspect cool. Ok, quand je suis capable de deviner la carte de notre joueur, là, j'ai une petite récompense. Puis c'est une autre façon de générer des points. Il est parti 15-20 minutes encore une fois, c'est très rapide. Très amusant à jouer, ça sort bien, c'est un jeu qu'on a joué tellement souvent. Donc, mon numéro 72, Love Letter, Batman. Dans mon cas, mon numéro 72 pourrait difficilement être plus à l'opposé en termes de longueur et de simplicité. C'est un jeu dans lequel on doit gérer un nid de fourmis, dans le fond, une fourmilière, qui s'appelle Myrme, ou Mermies en anglais. Dans Myrme, dans le fond, comme je disais, on gère sa propre fourmilière, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. La ressource principale du jeu, ce sont des petites larves qu'on va dépenser pour avoir des petits bonus à nos actions ou pour manipuler une espèce de dé qui est lancé qui va donner un bonus à tous les joueurs ou une possibilité à tous les joueurs, mais on peut manipuler cette possibilité-là selon les larves qu'on va sacrifier. Ensuite, on va décider si on bâtit ou plutôt si on développe des fourmis guerrières ou des fourmis ouvrières. Les fourmis ouvrières vont nous donner des bonus à l'intérieur de notre nid. Les fourmis guerrières vont pouvoir sortir dans le jardin, mais elles vont mourir à chaque fois qu'elles sortent, mais elles vont pouvoir soit aller répandre les phéromones de notre nid, puis donc étendre, fait que dans un aspect contrôle le territoire, soit aller vaincre des insectes qui vont nous donner des ressources supplémentaires. On ajoute à cela qu'on peut bâtir aussi des pondeuses, on peut développer des pondeuses qui prennent beaucoup de ressources à dépenser, mais qui vont nous donner des actions supplémentaires à tous les tours. Et en plus, les pondeuses, on peut les sacrifier pour prendre une action spéciale qui est d'atteindre certains objectifs, mais si on décide de le faire, on sacrifie la pondeuse. Fait qu'il faut calculer quand est-ce qu'on décide d'atteindre l'objectif, parce que la pondeuse, si on c'est des objectifs communs. C'est des objectifs communs, mais le premier qui arrive marque le plus de points que l'autre. Fait que si je sacrifie ma pondeuse trop tôt, ben oui, je vais être celui qui va marquer le plus de points avec cet objectif-là. Mais mon engin va être moins efficace par la suite. Fait qu'il faut que je calcule le temps où je vais le sacrifier. Puis comme souvent dans ce type de jeu-là, puis par type de jeu, je veux dire les jeux de fourmis, c'est-à-dire l'un des 3 que je connais, genre. Il n'y a pas de temps, là. Ben, il fonctionne par saison. Fait que je vais avoir 3 saisons où je vais gérer mes ressources, essayer de faire de la nourriture pour ma fourmilière, de développer mon territoire. Tout ça pour passer au travers l'hiver où là, je vais juste sacrifier des ressources que j'ai accumulées pour être capable de passer l'hiver, puis ensuite recommencer. Puis je pense que ma mémoire est bonne, le jeu dure sur 3 années. Donc 3 séries de 3 saisons, plus une saison qui est de la maintenance, là, si on veut, de mon engin. Fait qu'un beau jeu avec des petites composantes super intéressantes, là, c'est vraiment des petites fourmis qui se déplacent. C'est pas de la qualité de formidable, mais le jeu il est moins ludique, beaucoup plus gamer, mettons, que Formidable. C'est un jeu de placement d'ouvriers quand même d'assez haut niveau. Là. Encore une fois, une thématique cute, mais une profondeur quand même. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a vraiment juste l'aspect des phéromones, on a vraiment un aspect où on va améliorer, là, on peut améliorer sa fourmilière, ça va nous débloquer des phéromones qui sont plus grosses. Puis là, il y a un aspect Tetris où je vais essayer de les placer dans les espaces qui restent sur le plateau, puis je vais essayer de tout connecter pour avoir le plus grand territoire possible. Je vais marquer plus de points à la fin de la partie. Chaque phéromone que je place me marque des points. Il y a différents types de terrains que je peux contrôler, développer. Fait que c'est un super beau jeu. Je ne joue pas assez souvent, justement, parce qu'il est assez lourd comme jeu, assez long à expliquer. Mais un très bon jeu de placement d'ouvriers, de contrôle de territoire, de gestion de ressources. Myrme, mon numéro 72. Et pour terminer ce troisième segment, je finis avec un jeu coopératif relativement méconnu que j'ai découvert personnellement par le biais de Kickstarter, évidemment. Dans ce jeu-là, dans le fond, on contrôle un énorme navire, c'est un énorme vaisseau spatial, un engin de guerre, un croiseur, et on va traverser différentes missions de façon coopérative. On va choisir une mission qu'on va essayer de faire de façon coop, ça s'appelle Century Saga.
Centauri Saga, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je l'aime. Un, ben, c'est un aspect coopératif. La mécanique science-fiction coop, il n'y en a pas tant que ça dans les jeux de figurines. C'est un jeu d'exploration. Fait que selon la mission qu'on va choisir, on va commencer sur une tuile centrale, puis on va explorer la galaxie autour de cette tuile-là. Fait qu'on va révéler, il va y avoir des planètes, des ceintures d'astéroïdes. Il va y avoir des vaisseaux aliens qui vont apparaître un peu partout. Mais comment ils vont fonctionner, ça va dépendre de la mission. Chaque mission a vraiment un sentiment différent d'une mission à l'autre. Il y en a une qu'on explore, puis qu'il y a des vaisseaux qui sont là de façon stationnaire, qui vont bouger rarement, mais quand ils vont bouger, ils vont se rapprocher vers le centre, puis s'ils arrivent dans l'espèce de portail au centre du plateau, on part à la partie. Il y a une autre mission que là, on est vraiment à la Battlestar Galactica, où on escorte de façon coopérative plusieurs vaisseaux civils à travers des champs d'astéroïdes, puis à travers des vagues de vaisseaux ennemis. Il faut traverser la map pour l'emporter. Il y a une autre mission qu'il faut aller retrouver des anciennes bases perdues, les réparer, puis les ramener en fonction. Puis l'aspect d'amélioration de son vaisseau, c'est peut-être ça qui fait que le jeu est si intéressant. Cool. C'est qu'on va partir avec un vaisseau, qu'on a un capitaine, on a des petites statistiques de base, puis on a une grosse fiche pour notre vaisseau avec des petits cubes un peu partout qui donnent ces statistiques. Puis au fur et à mesure qu'on avance, on va cumuler une ressource qui est de l'astartium, si ma mémoire est bonne, puis on va pouvoir la dépenser pour améliorer son vaisseau. Fait qu'on va débloquer des nouvelles cartes, ça va donner des nouvelles habiletés, on développe des espèces de petits éclairs qui sont des activations qu'on peut mettre sur différentes cartes qu'on va avoir dans notre engin. Puis, fait que là, on peut personnaliser qu'est-ce qu'on veut. Fait qu'on peut faire un vaisseau super rapide qui a beaucoup d'attaques mais pas de bonne défense. Ou on peut faire un mastodonte qui a une énorme défense mais qui a peu d'attaques. Fait qu'on espère qu'on va gagner nos combats à la longue. On peut faire un vaisseau qui se guérit beaucoup, un vaisseau qui a des aptitudes de téléportation ou qui va manipuler le plateau. Fait que on va personnaliser son vaisseau avec selon le commandant qu'on a et les améliorations qu'on va lui donner. Puis là, j'ai reçu récemment, il y a quelques mois, mais je ne l'ai pas encore fait, j'ai reçu la version... On a fait un Legacy. Il y a un Legacy qui avait fait une deuxième campagne Kickstarter. J'ai très hâte d'essayer ça. Là. J'ai lu les règles pour le commencer. On va commencer ça prochainement avec un aspect Legacy où on va faire des séries de 3, 4, 5 missions qui vont éventuellement créer une nouvelle mission qu'on va pouvoir refaire tant qu'on veut. Puis il y a 2 séries comme ça dans l'aspect Legacy. Puis là, j'en sais pas trop pour l'instant. C'est vrai qu'il est assez méconnu. Ouais, c'est vraiment méconnu. Puis je suis relativement surpris parce que les figurines sont belles, le matériel il est beau, les jetons sont corrects. C'est une petite compagnie. C'est une petite compagnie, c'est... je me rappelle plus du nom, mais ça doit être... Oui, c'est canadien. Ah ouais. Yes! Des board games canadiens. Je pense qu'ils viennent de Calgary, si je ne me trompe pas. Mais vous allez avoir le nom de la compagnie quelque part en haut. Ici. Là. Puis, donc, fait que c'est Centauri Saga, un super bon jeu d'exploration, coop, gestion de ressources avec des combats dans l'espace, des gros boss qui vont apparaître avec des effets uniques. Fait que super intéressant. Un beau jeu à découvrir puis pas très dispendieux en plus. On peut le commander directement sur le site de la compagnie si je ne me trompe pas. Puis vu qu'elle est canadienne, ben, ça sera pas trop cher en frais de shipping. En frais de livraison, ça sera pas si peu. Donc, Centauri Saga. Moi, pour terminer ce segment avec mon numéro 71, je vais avec un jeu de pirate assez thématique qui se joue avec des cartes. Ça s'appelle Libertalia. Donc, les joueurs vont avoir des cartes qui représentent les membres de leur équipage. Et en fait, on a 30 membres d'équipage différents dans le jeu, mais on va en utiliser 9, 12, 13 à peu près pendant une partie. Okay. Fait qu'on n'aura pas les mêmes membres dans la même partie, fait que ça va changer d'une partie à une autre. Fait que ça, en partant, c'est assez cool. Les joueurs vont commencer avec les mêmes membres d'équipage au début qu'on va vraiment piger de façon aléatoire. Fait que si je pige, je sais pas, le singe, ben là tout le monde va prendre le singe dans son paquet de cartes. Si je pige la brute, ben là tout le monde va avoir la brute, okay. Etc. Fait que tout le monde commence avec une main vraiment identique avec les mêmes personnages. Et en fait, on va avoir des îles qui vont avoir des trésors et on va aller essayer de gagner les différents trésors qui sont sur les îles. Mais des fois, il y a des trésors qui sont comme négatifs. Fait que là, on veut pas trop les gagner ou je vais mettre un personnage qui va faire que je vais choisir en premier ou en t'sais. Donc l'ordre des personnages va être avec le numéro d'influence, son chiffre là, sur sa carte. Puis en fait, c'est qu'on va jouer de façon simultanée, de façon cachée une des cartes de notre équipage. Et après ça, on va les placer sur le bateau de façon croissante. Et ce qui arrive, c'est que chaque personnage a des pouvoirs. Et là, on va activer les pouvoirs des personnages du plus petit nombre au plus grand nombre. Fait que là, les personnages qui n'ont pas des bonnes valeurs d'influence, ben, eux vont jouer leur pouvoir rapidement. Donc des fois, le pouvoir va faire quelque chose d'intéressant. Et après ça, une fois qu'on va activer tous les pouvoirs des autres,
on va choisir les trésors, mais là en ordre d'influence. Fait que celui qui a joué le plus gros personnage choisit en premier, en deuxième, en troisième. Fait que par exemple, je pourrais avoir joué la brute, et la brute, son pouvoir, c'est que je vais jeter un autre personnage à l'eau. Fait que là, ce joueur-là n'aura pas de personnage ce tour-là, fait que là, il n'y aura pas de choix de trésor ou des choses comme ça. Et après ça, ben, on choisit en ordre les trésors. Fait que là, le joueur qui a le plus haut chiffre prend un trésor, l'autre ensuite. Fait que si je suis le dernier puis il y a un trésor négatif, je suis obligé de le prendre à ce moment-là. Fait qu'il faut jouer mes personnages en conséquence. Nos personnages qui survivent vont aller dans notre repère de pirates, qui est notre plateau personnel. Puis ça, c'est comme la phase de nuit. Fait qu'on a des personnages qui vont avoir un pouvoir quand ils sont dans notre repère, vont générer des ressources, nous donner des points bonus ou quoi que ce soit. Et il y a des petites épées qu'on peut gagner là, quand on va chercher les trésors qui nous permettent de tuer un pirate dans le repère de notre joueur. Fait que là, on peut, ok, ben, ton personnage, il donne un pouvoir à chaque nuit, il te génère de quoi, il te donne de l'argent, mais là, c'est ton personnage. Fait que t'as un petit aspect de take that, mais tu sais, ça fit tellement dans l'univers pirate et tout ça. Tu sais, ok, mais là, on se backstab pour avoir les meilleurs trésors, on se backstab dans nos repères. Fait que tu sais, je trouve que ça nous met vraiment dans le bain. Puis c'est vraiment un beau jeu, justement, d'action simultanée. C'est un jeu où on va avoir des revirements, on va avoir des beaux moments quand on va jouer à ça. C'est comme, ok, mais là, tu sais, je sais qu'il te reste tel personnage dans ta main, t'as pas joué ta brute encore. Là. Tu vas essayer de me pitcher en bas du bateau ou quoi que ce soit. Puis à la fin de chaque. En fait, on va jouer plusieurs tours. Puis quand toutes les îles sont vides, on va jouer une autre ronde de jeu. Fait que là, on va piger des nouveaux personnages. Puis là, tout le monde va encore avoir ces personnages-là à ajouter. Mais ça veut pas dire que tout le monde a joué les mêmes personnages dans la ronde d'avant. Fait que là, à un moment donné, tu sais plus trop, ok, mais lui, son personnage du début, l'a-tu encore ou l'a-tu joué? Fait que ça, cet aspect-là est quand même intéressant. Fait que tu peux essayer de. Il y a un petit aspect un peu bluff ou déduction à savoir ok, quel personnage qu'il a gardé lui puis qui veut jouer plus tard. Donc, c'est vraiment très agréable comme jeu de cartes. C'est un jeu qui est vraiment le fun quand on joue. Selon moi, à 4 et plus, c'est un jeu qui joue. C'est un jeu qui va jusqu'à combien? Jusqu'à 6, si ma mémoire est bonne. Fait que tu sais, entre 4 et 6, c'est un jeu qui est super intéressant. Puis comme on joue toutes nos cartes en même temps, c'est pas tant plus long de jouer à 4, à 5 ou à 6. Puis c'est vraiment là qu'il y a le plus d'interaction puis qu'il y a le plus de backstabbing. Donc vraiment une belle expérience si vous êtes plusieurs joueurs autour de la table. C'est un petit jeu qui peut bien faire la job. Donc Libertalia pour les fans de jeux de pirates, très sympathique. Mon numéro 71. Donc voilà, on vient de vous présenter notre top, le troisième segment, donc la partie 80 à 71, qu'on espère que vous avez apprécié. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des jeux là-dedans que vous connaissez, s'il y en a avec lesquels vous êtes en accord, en désaccord, qu'est-ce que vous auriez mis à la place. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram et vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer. On se voit la semaine prochaine. À la prochaine.